Pénultième session de l'EDF pour 2016. Le mois prochain, nous aurons Romain-Serment 2.0. C'est-à-dire Romain-Serment non plus consul général de la République, mais maintenant venture capitaliste, gestionnaire de fonds et de fonds même pour des pays de France. Avant de commencer avec Rémi, je voudrais remercier deux personnes qui sont venues nous donner un petit peu de mal. Elisabeth Bouchy, qui est cofondateur et CEO de Daylighted. Alors, Daylighted, vous verrez, vous allez dans le restaurant du Sofitel ici, et il y a des écrans avec des œuvres d'art qui sont affichées et une tablette dans laquelle les visiteurs peuvent changer des œuvres d'art. C'est vraiment très intéressant. Si vous avez un moment, allez voir, comme ici, ne l'achetez pas. Et puis il y a Paul Perretier qui est ici, qui est cofondateur de Adobe. Une invention très intéressante pour rendre les réunions un peu plus interactives, enfin, nettement plus interactives. Ce qu'il explique, c'est que tout le monde, dans les réunions, tout le monde est sur son écran, et là de projeter des documents interactifs, de détecter les mouvements sur la table, ça rend les conversations plus vivantes. Allez le voir aussi après la réunion et faites-le parler de son invention, de son produit. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Rémi El Ouazzane. Alors, je vais commencer tout de suite parce que, comme j'adore les langues, et en particulier celles du Moyen-Orient, qu'est-ce que ça veut dire El Ouazzane? C'est là. Donc, ton père est né en Tunisie, à Tozeur. Alors, Tozeur, c'est à la limite du Sahara. Je me souviens quand j'étais petit, on parlait des dates. Une énorme oasis à Tozeur. Et tu allais souvent passer tous les étés en famille à Tozeur. Tu as 3 grands frères, donc tu es le petit dernier. Ça se voit d'ailleurs. Donc on va te faire parler de ton aventure, en particulier de ton entreprise. Tu es né en France parce que ton père avait un petit peu évité l'armée tunisienne. Si j'ai bien compris. Oui, c'est déserteur de l'armée tunisienne. J'ai grandi dans le Et tu as fait de bonnes études, tu as fait de prépa, tu étais bon en maths parce que tu m'as dit, il n'est pas bon en physique. C'est à peu près correct. Ouais, j'avais un bon sens d'attraction, mais je n'étais pas très bon pour appliquer ces sens d'attraction sur des problèmes qui m'a suivi toute ma vie. Donc tu as fait une prépa à Chaptal, et puis après tu étais dans une école d'ingénieur à Grenoble. Pourquoi c'était cette école-là? Parce que tu n'as pas pu faire l'X, parce que tu étais mauvais en physique, c'est ça? Non, il y avait le poste de l'IMJ était bon, quoi, et puis il y avait un programme au niveau qui était l'intersection de tout ce qui était électronique et physique du semi-conducteur que j'aimais bien. Il y avait un programme qui était à l'intersection de tout ce qui était électronique et physique du semi-conducteur et ça m'a plu. Et tu as fait Sciences Po en même temps? Ouais, j'ai fait Sciences Po en même temps. Bon, pas grand chose en école d'ingénieur, donc je me suis dit que je pouvais faire autre chose. Ça m'a beaucoup ouvert Sciences Po, c'était vachement bien. Pour mes copains d'école d'ingénieur, ils avaient une grande motivation à faire Sciences Po parce que les soirs étaient vieux. Mais pour moi, c'était vachement intéressant. Je peux pas avoir fait Sciences Po, je pense que je n'aurais pas été la même personne sans avoir fait Sciences Po. Tu as fait Sciences Po au Saint-Guillaume? Non, j'ai tout fait sur le concours d'emploi. Et tu as fait du snowboard, si j'ai bien compris? Ouais, j'ai fait super fort de snowboard en géo pendant quelques années au BUC. C'était bon? Jamais gagné une compétition. Mais j'ai fait pas trop en. Donc tu as fait une bonne
une bonne école d'ingénieur, tu as fait aussi une formation pour les affaires, parce que je pense Sciences Po, ça doit s'appeler Sciences Po, ça doit s'appeler Sciences Business. C'est un éco-fille, comme c'est bien, Et en sortant, tu es rentré chez TI? Oui, je suis rentré chez TI Instruments. Tout ça. J'étais passé en fait, alors j'ai été pris pour faire un programme de rotation pendant 24 mois. Donc j'ai fait des ventes à Londres. Et ensuite, mon meilleur assignment c'était suivant, c'était j'ai travaillé pendant 12 mois aux Philippines dans une usine de production de semi-conducteurs. Qu'est-ce que tu faisais à l'usine? J'étais sur la chaîne de manufacturing, un product engineer qui réglait des problèmes de rendement, qui réglait des problèmes de défauts sur les pièces, des choses de la sorte. Qu'est-ce qu'il fabriquait comme... Là, donc, tout ce qui est chip business, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle wafer fab, où on crée des wafers, on crée la taille en tant que telle. Et puis ensuite, il y a l'autre partie qui est en fait de prendre ces puces, ces puces et de les packager, qui sont en fait les puces qu'on envoie chez les clients. Donc ça, c'était dans cette partie-là d'assembly, ce qu'on appelle AT packaging. Et donc, ouais, j'étais sur les lignes de manufacturing pour optimiser les yields de production et rendre à ce moment-là. Et je suis allé 12 mois à apprendre le métier de construire, de manufacturing, parce qu'au bout du compte, les chips, c'est un domaine super compliqué, au bout du compte, de la création du design, la manufacturing de la chose, et de pouvoir comprendre cette partie-là, ça a été un truc super important pour moi. Et quel genre de packaging utilisé à l'époque? Utilisé à l'époque? Ouais, qui a toujours été assez on était déjà en ce qu'on appelle ball grilleray, qui sont les packages où il y a des petites boules au-dessus. Donc on avait des matrix qui faisaient 10 par 10, 15 par 15, c'est un peu sport. Et on les shippait, je m'en souviens, c'était la grande époque parce que on shippait environ à ce moment-là quasiment 500 000 pièces par jour pour Nokia en Finlande. Ah, j'avais dû le voir. Quand Nokia était Nokia. Quand Nokia était Nokia, donc c'était la période. Il y a une période où Nokia vendait 100 millions de téléphones par trimestre. Voilà, le pic, ça a été en 2009-2010, juste avant qu'il. C'était un précipice. Et le matériau de Subtra, c'est quoi comme matériau? Alors tu as une base Subtra qui est en fait en cuivre, sur lequel il y a toutes les connexions par rapport aux boules package qui sont collectées. Sinon la résine autour du package, c'est une résine qui est du composite, qui permet au web. Il n'y a plus de céramique. Non, il y a encore céramique package, mais c'est vraiment pour du prototyping ou pour le militaire, petit volume. D'accord. Donc tu as été, en sortant des Philippines, tu as eu... Ensuite, ils m'ont envoyé, après avoir compris comment on faisait les chips, ils m'ont envoyé tout moi à Dallas pour faire du marketing. Donc là, j'ai commencé à faire un truc que j'ai adoré. On est fin 90, 99 même. Et là, ils m'ont mis sur ils m'ont dit, bon, il y a un truc qui commence, on ne sait pas quoi faire de toi, mais tu vas t'occuper de ça. Donc j'ai fait marketing pour ce qu'ils appellent, ce qui à l'époque s'appelait la DSL. Donc High Speed Internet. C'était super ça. C'était vraiment génial, travailler avec les opérateurs et tout. J'ai beaucoup appris. Tu avais jamais travaillé avec les opérateurs? Non, ça c'était la partie. Non, je fais juste pour savoir. Ils sont pas très rigolos. Ouais, j'ai vachement appris. C'est des chaînes de valeur qui sont assez compliquées entre le chip, les gens qui build les devices, qui construisent les produits banques, et les opérateurs qui fournissent ce service. C'est des chaînes de valeur qui sont un peu compliquées. Donc de naviguer là-dedans, c'était super. C'était vachement bien. Ça m'a beaucoup appris de choses. Et d'ailleurs, c'était un échec total. J'en ai 3, je donnerai 3. C'était un échec total, mais c'était le plus petit des 3. Dans le sens où ça n'a pas marché. J'avais lancé un truc, ça n'a pas marché, mais les conséquences étaient minimes pour cet instrument à l'époque. Donc après ça, ils m'ont dit ok, c'est bien, tu vas maintenant t'occuper d'un autre truc. On ne sait pas quoi en faire, mais c'est nouveau et il faut s'en occuper. C'était Wi-Fi. C'est en 2001. Il y a un truc sans avenir. Sans avenir. Allez, je vais vous raconter une
Oui, elle est absolument exceptionnelle cette histoire. Et donc, je faisais partie d'une équipe qui a fait un rachat. J'étais vachement jeune dans ma carrière pour faire ça. T'avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir. En 2001. Je me souviens de ta naissance. J'avais 27 ans quand j'ai commencé ça. D'accord. Et à faire cette acquisition de boîte qui s'appelait Alantro, c'était à Santa Rosa, North. Super boîte, des gens absolument exceptionnels. Et donc, on rachète cette boîte et il nous explique. Donc, on faisait du 802.11b qui est le standard Wi-Fi au début, maintenant, on faisait des standards beaucoup plus évolués. Et il y avait aussi un problème de radio, il y a un problème de processing de bande de base, et puis il y a un problème de driver par rapport à où le Wi-Fi se connecte. Et il m'explique donc qu'ils ont un truc, ils ont développé un produit et Intel joue avec. Mais c'était post-acquisition, c'était post-acquisition. Je dis, c'est super, tout bon, si c'est Intel, on regardera. Je ne me suis même pas occupé de la chose. Et en fait, Intel continuait de faire un développement qui en fait, c'était Centrino. C'était vraiment leur plus gros lancement des années 2000. Centrino, c'était un petit processeur Intel pour des machines pas trop chères. Ouais, qui avait le premier Wi-Fi intégré qui venait avec. Donc on a Intel nous rappelle, je sais pas, 6-9 fois plus tard, en disant bon, on va acheter quelques pièces, donc si vous êtes intéressé, on pourrait faire un contrat de sourcing. Hein. Et l'histoire dit que, en fait, l'histoire est la suivante. L'histoire, c'est que Intel n'aurait jamais lancé Centrino sans cette puce. Ils ont très vite, au bout de 1 an, ils ont très vite arrêté d'utiliser cette puce. Et, mais là où j'ai complètement foiré, c'est que je me suis dit, oh, c'est super, je vais faire un deal avec Intel, je vais leur demander $1 million. C'est absolument nul parce qu'ils ont commandé pour 20 et j'aurais pu leur demander 150 millions, ils l'auraient payé quand même parce que il y avait une énorme conséquence par rapport au Pentium. Donc notre expérience ratée qui était de comprendre les échelles des choses dans ce monde-là. Donc ça a loupé, on a fait un tout petit deal avec Intel qui aurait été beaucoup plus grand. Et par contre, le silver lining, c'est qu'on a été les premiers à mettre le Wi-Fi dans les smartphones. Donc ça, c'était un truc qu'on a fait avec nos caméras. C'était à la grande époque. Et ensuite, c'est le seul business qui est resté, le reste a périclité. Donc ça, c'était pas super. Donc Texas, à l'époque, faisait ce qu'on appelle encore des OMAP. Ah ouais, ça c'était celui qui m'a loupé. Entre Wi-Fi et OMAP, il y a eu un truc. Ils m'ont dit qu'ils avaient un problème au niveau. On faisait des modems GSM, donc les téléphones il y a quelques temps. Et puis là, ils m'ont dit qu'il fallait que j'entre à Nice. Ça m'arrangeait bien pour aller régler un problème parce qu'on avait un grand centre de développement à Nice. Donc je suis rentré à Nice pour régler ce problème. À Villeneuve-Loubet, donc je suis rentré à Nice pour régler ce problème-là. Et là aussi, bon, l'histoire retiendra que ça n'a pas été un franc succès parce qu'on a créé un produit qui était absolument fantastique, mais on a oublié que dans ce monde de technologie, il faut vite les remplacer les produits. Donc on n'a pas créé la roadmap. On a créé un produit, un VR, mais il n'y avait jamais le V2. Donc là, ça s'est pas très bien passé. Notre leçon. Ça semble évident maintenant, mais je vous promets, ça n'était pas du tout les. Et puis là, bon, ils ont dû se dire, il a quand même foiré pas mal de trucs, il doit avoir appris ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, ils m'ont donné un gros jouet. J'avais un copain qui s'appelait Alain Butrici qui avait créé avec Gilles qui fait Je bois son vin. Ah, très loin. Créé un produit et puis il fallait. Ils m'ont donné les clés de la voiture. Et ce produit, c'était là, c'était donc toute la génération OMAP 3, 4 et 5. Donc les processeurs qui allaient dans les smartphones. Ouais, c'était les processeurs qui allaient dans les smartphones. C'était vraiment les premiers là. Donc tout premier. C'était vraiment une super expérience. Nokia était un client. Nokia était un client, Palm était un client.
Samsung est un client, Google est un client fort. On avait vraiment la main mise sur ce marché. Là, j'ai beaucoup appris. Ça m'a fait beaucoup grandir. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, donc là maintenant, tu vois, on est à 2008, donc 2008 à 2012. 2008-2012. On est arrivé à un moment où TI n'avait pas vraiment l'appétit de continuer à investir beaucoup. Parce que c'est un type de business où soit vous y allez à fond, et ça se chiffre en milliards de dollars d'investissement, ou soit vous ne le faites pas parce que ça ne le fait pas. Qui a pris la place? En fait, celui qui a pris la place au bout du compte, c'est Apple et Qualcomm. Qui en fait ont avalé le fait que TI commence à se retirer doucement de ce marché-là. Donc là, l'histoire retiendra que c'était une super expérience. Même la partie finale, on a failli vendre ce business à Amazon. Ça s'est finalement pas fait. Mais cette expérience-là aussi m'a beaucoup de business de Amazon. Ah ouais, c'était une grande histoire ça. Jeff avait des grandes expectations qu'il voulait faire. Oui. Il sortirait au bout du compte, mais il y avait beaucoup de discussions qui étaient assez poussées. Ça s'est pas fait. Mais il va refaire des smartphones, à ton avis, Bezos? Non, je pense pas. Pourquoi? Je pense que, en fait, Jeff, il accepte et ça c'est ce qu'il m'a dit, il accepte le fait qu'il a compris que quand il est en retard sur un marché, il ne faut pas y aller. Il a appris cette leçon. Voilà. Et donc sur les Kindle, il a fait un super boulot, sur les Echo, il a fait une plateforme fantastique. Et je pense qu'il a appris cette leçon. Donc c'est fini, il ne touche plus là. Même s'il est pénalisé, parce que c'est un peu comme personne d'utiliser Amazon sur un iPhone ou sur Android, il va pas. Ils sont en train de faire un essai, mais je pense pas. Donc 2012, ça s'arrête. Tu es où là, géographiquement à cette époque-là? En 2012. Dallas. Ça fait 10 ans maintenant, tu vois, Texas. 10 ans à Dallas? Ah ouais. Les fils sont là. Tu t'en es remis? Ah ouais, je m'en suis remis. Moi, j'ai quelqu'un au premier rang qui. Tu vois, elle était ma femme qui était là et qui n'aimait pas trop Dallas non plus. Mais bon, c'était bien de dire Dallas parce qu'au bout du compte, je pense que c'est super difficile pour des Français qui arrivent ici de comprendre pourquoi les Américains votent contre Trump. C'est super difficile, je pense que ici c'est. Il faut aller à Dallas. Ouais, il faut aller à Dallas pour comprendre. Le centre du pays là. Non mais sérieux. Ah, les Freedom Drive, les pick-up. Je connais des gens qui votent pour Trump dans mon milieu professionnel. Foundation Partner. C'est comme ça. Donc ouais, c'était Dallas. Donc, ensuite, en fait, au bout du compte, je me suis arrangé de telle sorte que j'avais un gros network ici en Silicon Valley. Et là, je recommande un bouquin qui refait très bien ça parce que c'est exactement ça. Il y a un bouquin qui s'appelle The Rainforest. The Rainforest, oui. Qui explique en fait qu'il y a des maillons dans un site de mode. Il n'y a pas tant que ça en fait, il y a des maillons de gens qui connectent les autres, une sorte de centre de collection. Et Amarjit Gill était un centre de collection pour moi super important avec la Novorco, qui était un des ponts du semi-conducteur de chips. Et ils m'ont connecté, ils m'ont dit qu'ils vont vraiment regarder cette opportunité-là. Et j'ai rencontré, en fait, j'avais la chance que la boîte était européenne. Donc, parce qu'en tant que first time CEO, c'est européenne où ça? Irlande et Roumanie. À Timisoara. À Timisoara, ouais. En tant que first time CEO, c'est pas évident en fait. Et pourquoi est-ce que. Donc il s'agit de Movidius là? Ouais, Movidius. Alors justement, on va s'arrêter. Non, mais Movidius, donc. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont embauché comme CEO? Écoute, je pense qu'il y avait la technologie, le corps technologie était prête, c'est-à-dire qu'on avait développé des éléments qui nous permettaient de démontrer que le concept était bon, c'est-à-dire que ça marchera. Voilà, on s'arrête là. Le concept, c'est quoi? Excuse-moi de t'interrompre. Non, mais ça va être la page technique de la fin. Parce que malheureusement, c'est toujours très vite. Mais justement, non, mais n'hésite pas. Ouais. Donc en fait, tout ce qui est computer vision n'a jamais vraiment été reproduit dans les produits qu'on porte dans les corps, dans les voitures même, jusqu'à un certain moment. Parce que c'est extrêmement computational intensive, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de ressources de compute.
Et la raison pour laquelle ça n'a pas été reproduit dans les devices que l'on porte avec nous, c'est à cause des problèmes de dissipation thermique et de consommation électrique. Donc il y avait en fait une nouvelle architecture à créer. Il y a ce qu'on appelle les CPU, que vous avez entendu parler à travers des cœurs x86 ou des cœurs ARM. Il y a les cœurs GPU, que vous avez entendu parler à travers ce que fait NVIDIA par exemple. Et il y avait besoin d'une nouvelle architecture, un nouveau paradigme en fait, qui permettait en fait de processer des paradigmes de computer vision. C'est des algorithmes qui sont très branchy, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de if but then dedans, et de pouvoir les implémenter de manière effective d'un point de vue de consommation électrique. Donc il fallait redémarrer tout from scratch, c'est-à-dire qu'il fallait démarrer des cœurs programmables qui étaient bien pour la computer vision, une nouvelle architecture de mémoire et des nouvelles manières de programmer en fait, d'abstracter la programmation de la puce, même si l'entrée était en C++. Donc il y avait à la fois un aspect de compilation et un aspect d'architecture. Il y a le mec qui fait les apps, c'est beaucoup mieux expliqué que ça. Et donc on avait réussi à prouver que le cœur de programmabilité, donc notre VLSI Engine, était marchand. Et qui était vraiment bien tuné pour des problèmes de computer vision. Par exemple, donne-nous un exemple de computer vision. Oui, par exemple, l'habilité de reconnaître, de détecter la forme de ce pupitre. Hein, et de reconnaître où il y a des corners, et donc de recréer une forme spatiale de cela. Ensuite, il y avait notre problème. Les applications sont dans quel domaine? La robotique Oui, les applications sont aujourd'hui maintenant dans la voiture autonome, bien entendu, puisque ça permet de comprendre l'espace qui est vide par rapport à l'espace qui est rempli. Ça permet maintenant de reconnaître de la sémantique sur une route, des panneaux de danger ou de la signalisation. C'est utilisé dans les drones pour les rendre autonomes maintenant, donc ils peuvent circuler, d'aller d'un point A à un point B sans être guidés. C'est utilisé également pour les caméras de sécurité, pour faire de la prévention, c'est-à-dire que maintenant on est capable dans les magasins de dire que dans une aile, quelqu'un va faire un vol avant que le vol se passe, parce qu'on est capable de prédire des patterns de behavior. Ça pose pas de problème de racisme, ça. Non mais sérieusement, c'est un problème. C'est sérieux, oui. Non, c'est un problème. Je ne plaisante pas, c'est un vrai problème. Ah ouais, c'est un vrai problème parce qu'il y avait, on travaille sur, Jean-Louis, c'est un excellent point, on travaille sur un produit justement qui quelque part en fait est une nouvelle type de caméra qui permettra aux gens de ne pas avoir à prendre de photos durant les moments qui sont importants dans la vie. C'est-à-dire que ce sera une caméra qui est quasiment... le photographe, c'est la caméra, c'est même plus vous. Mais pour apprendre, il faut que la caméra travaille dans le monde c'est une caméra qui est power de l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut comprendre la behavior. Le behavior, il faut la comprendre par rapport à des gender roles. Et on doit maintenant rendre des problèmes d'éthique par rapport à des juifs, des catholiques, des musulmans, des noirs, des chinois, des européens. Les gens ne se comportent pas de la même manière. Les événements ne sont pas importants de la même manière pour tout le monde. Et c'est un problème énorme d'un point de vue éthique qu'on est en train de... C'est pour ça que je ne plaisantais pas. Ouais. C'est un gros problème. Technique et politique. Éthique. Donc on a créé cette techno, tu vois, et pourquoi, pour revenir à la question, donc je pense qu'on avait une mainmise sur la technologie qui nous permettait de dire, ok, c'est possible à partir de cette technologie de créer un produit et d'aller sur des marchés. On avait le step 1. Et la raison, je pense qu'ils ont pris, ils m'ont peut-être choisi, c'est parce que je pense qu'ils ont vu une adéquation entre mon profil et l'habilité de créer un produit et d'aller sur des marchés à partir de cette technologie-là. Je pense que j'avais une bonne adéquation. Ton savoir-faire, bien sûr, c'est nécessaire, c'est d'avoir bien les mains sur la technologie, mais aussi d'être capable de voir où est-ce que ça va trouver sa place dans le marché. Oui, je pense, c'est un bon résumé. Je pense qu'on est, on est dans un domaine où il faut vraiment comprendre de manière profonde ce qui se passe technologiquement parlant. Et donc les marchés de Movidius, ça a été pouvoir jusqu'ici.
Wow. Qui l'a acheté? Ouais, alors au début, ça c'est une question hyper importante d'ailleurs dans l'histoire de Mobidius. Au début, donc on est en fin d'année 12, hein, pour comprendre le truc. Et en plus, on a un backer qui s'appelle UE, qui fait un projet qui s'appelle Tango, qui permet en fait de refaire de faire de la capture en 3D, d'avoir l'état augmenté dessus. Et donc, tous les investisseurs disent ok, c'est clair, il y a 1 milliard de smartphones par an. Vous avez Google qui veut backup, absolument, il faut aller derrière le smartphone. Et en fait, ça n'a jamais été le smartphone, le marché qui nous a accroché. Le plus gros, la milestone la plus importante d'un point de vue marché qu'on a eu, c'était avec une compagnie qui s'appelle DJI, qui fait des drones, et qui nous a engagés. Qui nous a trouvés et qui nous a engagés. Je pense que c'était le truc le plus matériel qui nous est arrivé pour commencer à construire la boîte. Donc le drone a été vraiment l'encre de la boîte. Et à cause des capacités qu'on avait au niveau consommation électrique, on est devenu très célèbre dans le monde de tout ce qui est virtual reality et augmented reality. Là, on est devenu la plateforme de référence pour tout ce qui était computer vision dans ce domaine-là, et c'est devenu notre second plus gros marché. Tu vois. Mais c'est quand même, c'était dur hein, de dire aux investisseurs, non, croyez-nous, on ne va pas focuser sur le smartphone, on va aller sur ce nouveau marché, ils n'existent pas. Il n'y a pas de volume, mais ils vont exister. Alors, on a fait un deal avec eux, ce qui a été vachement structurant pour la boîte. Ils m'ont dit ok, réunion de trust, mais il faut que tu trouves un moyen que ces clients dans ces nouveaux marchés, s'ils croient tellement dans leur technologie, dans leurs produits et dans ce marché, alors ils doivent se payer. Et donc on a été forcé à mettre des deals en place qui étaient hyper structurants pour nous, puisque on a tous les plus gros clients qu'on a, et ils ont été annoncés, ils sont publics, ils ont mis jusqu'à 20-25 millions de dollars sur la table pour nous engager. Et ça on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas été, si on était resté sur la niche d'aller voir les smartphones et de voir essayer de faire un truc là-dedans, on n'aurait jamais été forcé d'aller chercher de nouveaux marchés, ce qui n'aurait jamais, et notre board nous aurait jamais poussé à mettre des structures en place, qui ferait qu'on ne serait pas là. Qui est-ce qu'il y a à ton board? J'ai Dado Barpool, qui est un des pontes, comme je disais, qui a inventé l'architecture Tech Alpha et qui a travaillé pour Steve directement, qui est responsable de tous les chips développement pour Apple. Un Gill, qui était aussi la collègue de Dan, un Brian Long, qui était un investisseur qui est très connu dans le monde des chips, du embedded software, et puis Bosch, ensuite du Bosch, DFJ. Bosch de la boîte allemande. Ouais, la boîte allemande, Bosch, ouais, Draper, et un énorme investisseur chinois, qui a été en fait sanitaire. Parce que en fait on s'est rendu compte, on verra, l'histoire le dira, mais je pense que la moitié du revenu de Mobidius viendra de l'engagement qu'on a en Chine avec des clients qui sont assez poussés dans le monde de la sécurité. C'est un énorme marché, c'est devenu un énorme marché pour nous, tout ce qui était sécurité, surveillance et le déploiement de ce qu'on appelle deep learning dans ces caméras, ça va devenir extrêmement important. Donc ça a été salutaire pour nous, du compte d'avoir cet investisseur chinois. Donc, Mobidius a consommé combien de capital avant la vente à Intel? On a consommé 100 millions et on avait, avant de vendre, on avait une term sheet qu'on était sur le point de signer on avait levé un autre 100 millions d'un coup pour pouvoir exécuter à scale le business. Donc, on aurait été 200 millions d'argent. Et donc, pourquoi vendre à Intel plutôt que lever une sorte comme ça? C'est une bonne question. Parce que en fait, c'est moins évident que se dire, au bout du compte, en fait, in hindsight, c'est moins évident que de dire, ok, les investisseurs étaient. C'était un super deal pour les investisseurs, donc ils ont pris le deal. C'est beaucoup moins évident que ça. C'était un très bon deal pour eux, mais l'équipe n'aurait jamais su. Au bout du compte, l'équipe avait du poids dans ça. Et je pense qu'on avait un débat entre nous qui était, dans notre domaine, dans notre monde, si vous n'exécutez pas at scale, alors vous devenez irrélévant. Et donc il fallait qu'on trouve un moyen soit par nous-mêmes, soit à travers une acquisition, de pouvoir mettre notre technologie pas dans 1 million de devices, pas dans 10 millions, mais dans 100 millions, dans 1 milliard de devices. Et la raison pour laquelle on levait le taux d'argent, ces 100 millions de rounds, c'était parce que c'était la seule manière pour nous de
de pouvoir le faire. Et ça nécessitait des acquisitions, et ça nécessitait une expansion énorme de la boîte. On était environ, on est 180 aujourd'hui, on allait passer en un an 500, 600 personnes. Et c'est pas facile à faire. Et il y a beaucoup de chances que la dilution du temps du management à faire ça fait qu'on lag technologiquement. Alors, on avait le choix entre Qualcomm et Intel, et la raison pour laquelle on a choisi Intel, à part les côtés financiers, c'est qu'ils nous ont au moins promis pendant quelques temps, un an au moins, de rester indépendants, donc de rester une compagnie en tant que telle. Ils allaient la fonder, nous donner tous les moyens dont on avait besoin, mais qu'on resterait indépendant. Ça a beaucoup tourné pour nous parce qu'on s'est dit, ok, là on a une chance de pouvoir tuer tout le monde sur le marché et de pouvoir vraiment scaler la technologie rapidement. Donc ça a joué, ça a beaucoup joué. Et quand tu couples ça avec le fait que le deal est super pour l'investisseur, il faisait les ratios de... Peut-être t'as vendu de combien? C'est pas public. C'est pas public. C'est pas public. C'est une des plus grosses acquisitions d'Intel. C'est ce que je peux dire. Mais non, mais c'est bon. On va aller voir combien ils ont payé pour ma café. Ça, c'est une grosse erreur. Il y a eu Basis. Là, il y a eu Basis, ouais, c'est beaucoup plus élevé. C'est une grosse chance. Basis. C'est les montres qu'ils ont rappelé. Comment? C'est les montres qu'ils ont rappelé, ouais. Microsoft vient d'arrêter ses wearables. C'est vrai. On a été. Il y a toujours un. Ça fait toujours vachement peur à nos ingénieurs. On est 180, je pense qu'on a, sur les 180, on est 172 ingénieurs et 8 qui ne sont pas into the technology everyday. Pour moi, j'en ai 8. Et pour les 172 personnes, ça leur fait toujours peur de se dire, attends, quand on met sur la grosse machine, les process. T'as rencontré le CEO, l'Indien de Qualcomm? Ouais, je connaissais Bertil avant. C'est les amis Qualcommiennes. Ouais, c'est un phénomène. Donc, on va voir. On va voir, on espère que ça va bien se passer. On va tout faire pour que ça se passe bien, parce qu'on est vraiment motivé un peu à retourner. Ils ont fait vachement confiance dans sa affaire. Donc Intel est prêt à mettre de l'argent pour développer la capacité de Movidius à attraper des clients à 100 millions de pièces. Intel va vous servir de fonderie. On n'a pas été forcé à ça. C'est vachement protégé cette chose-là parce qu'on ne voulait pas absorber des designs qui sont en cours. On ne voulait pas déréler ces designs par un switch de fonderie à la minute. On a dû forcer les faits. On utilise une compagnie qui s'appelle TSMC. Oui. Donc on a rentabilité. Voilà. Pas vraiment. C'était un grand débat. C'était un autre grand débat qu'on a eu avec Intel là-dessus. Mais finalement, on a réussi à les convaincre qu'il fallait qu'on soit agnostique du process sur cette décision qu'ils devaient faire. Pour une fois, c'est un autre problème religieux pour eux, mais ils ont été super pour ça. Donc c'est un peu la honeymoon. Enfin, le close n'est pas encore prononcé. Je suis en train de faire des amendements de contrat à droite et à gauche là. Ça sera prononcé, j'espère, dans les 2 semaines. Et à partir de quoi on viendra les employés militaires. Écoute, c'est juste avant de te livrer au Lyon, enfin je veux dire aux questions de l'histoire, qu'est-ce que tu as comme produit, à part le second? Je suis en train de réfléchir. Ça va, c'est du très bien. Non, je cours pas mal. Tu cours beaucoup. Mais beaucoup, c'est quoi? C'est 10 miles, 100 miles? Je cours 10 km le jour. 10 km le jour. Ça fait 40 km par semaine. Non, ça fait tel que ça fait. Ça roule. J'arrondis. Ouais. Des fois, ça fait 40 pour moi. For you, special price. Et puis, Tu joues au golf? Non, je suis pas ça. C'est bon. J'ai la coordination bras et pas, ça va pas être. Tu fais de la musique? Non. Je fais de la musique beaucoup, mais
pas. Je lis pas mal. Je lis pas mal. Quoi par exemple? Là, je lis un bouquin d'Elsa Friolet sur Hollande. Je veux dire, c'est pas très bon pour Hollande. c'est du réalisme fantastique. C'est de la science-fiction. Bon, écoute, j'étais un grand froid. non, mais pas de problème. Écoute, merci beaucoup de prêter à mes questions, et puis maintenant à l'auditoire de te mettre sur le gris. Oui, j'ai une question pour toi, Rémi. Donc tu as vécu l'arrêt de l'application processeur chez TI. Et donc, quel regard tu portes sur les Chinois qui se lancent dans l'industrie de l'application processeur, donc que ce soit enfin, tous les grands Chinois, Huawei, mais aussi Rockchip. Est-ce que c'est une industrie qui a de l'avenir, au sens où est-ce que Qualcomm va continuer à dominer, ou est-ce que les Chinois vont avoir des parts de marché? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans cette industrie? Comment ça va évoluer l'application processeur? Bon, je pense que le commitment du gouvernement chinois, que dans 10 ans maintenant, 50% des produits qui sont fabriqués en Chine seront powered by des puces chinoises, je pense que c'est vrai. Il y a des moyens énormes qui sont mis dedans. Et la seule frontière qui est entre eux et le succès, c'est le fait que les Américains bloquent des rachats à droite et à gauche en ce moment. Okay. Global Foundry vient de se faire refuser d'être racheté à cause d'une dépendance américaine. Donc les Américains ne jouent pas le jeu là-dessus. Et les Chinois sont très committés à le faire. Moi je suis un grand fan de la Chine. Okay. Malgré tout le mal dont on dit, leur capacité d'innovation et le pace d'innovation qu'ils ont est énorme. Et je pense qu'ils sont en train de closer, de devenir de plus en plus compétitifs. Et c'est d'ailleurs très symptomatique que Qualcomm parle de racheter NXP aujourd'hui pour se diversifier, parce que je pense qu'ils voient le vent tourner aussi en faveur de la Chine. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de fabricants chinois. De plus. Je pense que la Chine va devenir, si tu veux, du Japon à l'Amérique, à la Chine, au niveau de l'histoire du semi-conducteur sur ces 50 dernières années, c'est plus probablement ce qui se passera. Donc je pense que les gens qui sont dans le domaine du semi-conducteur, il y a deux approches. Soit tu travailles sur des marchés qui sont très définis et qui existent aujourd'hui, et je pense que le Dorado c'est la Chine. Ou alors tu dois prendre des paris énormes d'innovation. Et c'est ce que c'était nous, c'est ce qu'on a fait, on a misé sur un marché qui n'existait pas 10 ans d'avance. Et malheureusement, ces approches-là sont très mal supportées, parce que les investisseurs maintenant ont très peu envie d'investir. Tu peux faire beaucoup d'argent différemment. Et les grosses corporates, si tu veux, il n'y en a que très peu qui puissent investir des montants nécessaires pour ces jeunes pousses. Donc il y a un gap. Il y a un gap parce que je pense qu'au bout du compte, Invisage ou Movidus, c'est des exceptions, tout ça. C'est plus la règle. Et on pourrait très bien se retrouver dans un mode, dans 10 ans maintenant, où, si tu veux, sur les puces que tout le monde utilise, la Chine domine et l'innovation est établie, parce qu'il n'y a plus d'investissement qui se fait. Alors, récemment, je dois dire, on a une connaissance en commun avec Jean-Louis, le Bertrand Serlet, l'ancien chef de macOS à Apple, ils sont en train de créer un mode de chip. Il y a beaucoup de modes de chip qui sont en train de se créer en ce moment, parce qu'il y a un phénomène qui est lié à la loi de Moore, qui est en train de se décélérer, et qui fait que maintenant, on ne peut plus se cacher d'un point de vue architectural. Il faut avoir une architecture qui est vraiment tunée pour une application donnée. Alors ça ouvre de nouvelles portes. Et ce qu'on est en train de voir sur ces derniers mois est une indication que plus de capital va venir dans ce monde-là. Je ne sais pas. Mais il y a des signes que ça change un petit peu. Mais en tout cas, pour la Chine, je suis convaincu que la Chine va en bien très. Shenzhen, il y a 37, une métropole, une conurbation, comment dire en français, 35 millions d'habitants. Il y a une petite entreprise de Huawei à Shenzhen
qui a un centre de recherche, c'est sur les gens de l'armée rouge chinois, c'est leur champ d'études. C'est comme ça que ça a marché. On peut commenter, mais on ne peut pas le changer. Et donc, Huawei a un centre de recherche dans lequel il y a 10 000 PhDs. Et l'époque où les Chinois étaient vus comme les Japonais, donc à une époque, comme des copieurs, c'est fini. C'est fini. Il y a en France un centre de recherche en mathématiques, en physique mathématique, s'appelle l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques, qui a fait celui-là. Le patron, qui était prof de maths à Polytechnique aussi, Jean-Pierre Bourguignon, qui n'est plus est allé visiter mathématicien distingué au centre de recherche. Et j'ai petit déjeuner avec lui quand il est revenu avec des yeux comme des souris. Il dit c'est fini. L'époque où les Chinois copiaient, c'est terminé. Les États-Unis déposent encore plus de brevets, mais c'est en train de changer de pardon. Donc vous pouvez argumenter que la Chine est une histoire de montée et de descente. Alors en ce moment, c'est une bulle énorme. Est-ce que ça va durer? Ah ouais, c'est clair qu'ils ont la soutenabilité de leur croissance va dépendre également de leur rapidité à continuer à développer leur économie vers l'ouest. Oui. Et d'avoir de devenir vraiment une économie de consommation interne qui dépend encore de cette industrialisation à l'ouest. Et là, ils ont des grands challenges. Ils ont des problèmes financiers complexes. Oui, comme si nous n'en avions pas. Non, mais ça, c'est connu. C'est moins connu. C'est possible. Moi, de mes voyages en Chine, je garde des souvenirs à la fois enthousiastes et effrayés. Alors, je ne vais pas recycler les propos de Napoléon sur la Chine, mais tout système qui grandit énormément, à un moment donné, va descendre. Ça, c'est la loi universelle. Bien sûr, mais le problème de cette loi-là, je ne veux pas trop argumenter, parce que comme je suis un peu âgé, mais que je n'ai pas encore l'Alzheimer, je suis encore plus âgé. Je me souviens de toutes sortes de choses que j'ai entendu dire. Le problème c'est que tout s'arrête en effet. Mais quand et comment? Les prédictions qui n'ont pas de chiffres, c'est d'opinion. Moi je suis très positif sur la Chine, je regrette de ne pas parler mandarin. D'autres de ces monsieur. Oui, merci d'abord pour ce témoignage. Et on voit qu'il y a quand même une certaine complexité dans ce que vous avez fait. Il a fallu reconcevoir toute l'architecture du chipset. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des concurrents que vous vouliez dépasser, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait la même démarche aujourd'hui, des gens qui sont au même niveau que vous. Non, toujours pas. Non, mais pour le reste, c'est vrai. Non, on a. Tu vois, c'était ça donc aujourd'hui, non, il n'y a personne qui a ça. Mais c'est là où la complexité du problème réside, c'est que tu vois, si tu arrives à shooter en avance de phase et que tu prends les bonnes directions, mais là il y a beaucoup de virages à prendre. À ce moment-là, tu arrives à un niveau de différenciation avec un time to market qui est tel que je pense qu'on a 2-3 ans dans la compétition, tu vois. Mais c'est parce qu'on a pris les bons virages au bon moment, il y a eu beaucoup de chance. Je dois dire, je pense que la chance a joué énormément. Alors tu peux toujours dire tu déplantes la chance, etc. Au bout du compte, la chance a beaucoup joué. Et on a réussi à... combien de Movidus qui n'ont pas réussi pour un Movidus qui a réussi, tu vois, je sais pas, tu vois, je pense que ça va être un bon chiffre. Plus de Nirvana. Ouais, bien sûr, c'est nos pendants dans le cloud. Ils ont été rachetés en même temps quasiment un mois de nous. Paris Dev. Ils ont acheté Nirvana pour le cloud et nous pour les devices. Ils ont un chip. Ils ont un chip. Ils l'ont pas encore. Il arrive. Donc ils ont été assez malins pour pas avoir à faire des grosses
Expense. Pour vous donner un ordre d'idée des toutes choses, la première fois dans l'histoire de Netflix, le plus gros titre qu'on devait faire, c'était Myriad 2. Le titre s'appelle Myriad. Et ça coûte 5 millions de dollars à lancer en production. Donc quand vous pressez presse pour qu'ils construisent des chips, vous mettez un chèque de 5 millions de dollars sur la table. Okay. Et quand il est revenu, il ne marchait pas. Il ne marchait pas du tout. Et là, les investisseurs, ils ont failli tout imploser. Parce que, en fait, au bout du compte, après, vous creusez, quoi. Et ça continue à dépenser vachement d'argent. Et finalement, on a réussi à faire un miracle technologique qui a fait que ça a marché. On a même réussi à mettre en production. Mais on a été à ça de la mort, je pense, à ce moment-là. Donc, là où Nirvana était smart, ils n'ont pas réussi à faire. Ils n'ont pas eu à faire tout ça. La blague dans mon métier du venture capital, c'est que le meilleur moment pour lever de l'argent, c'est quand vous n'avez pas de produit. Et comme ça, on ne peut pas dire que votre produit marche. Vous avez une présentation, c'est un pitch. On est d'accord ou pas d'accord, mais on ne peut pas tester le pitch dans la réalité. C'est une caricature, mais comme toute caricature. Ah, mais c'est dans ces moments-là, je pense que tu sais qui tu es, quoi, parce que, et tu sais ce que tu aimes, parce que quand vraiment, là c'était vraiment la merde. Il n'y avait rien qui marchait. Il n'y avait rien qui marchait. C'est quelle année? Ça, on est en 2014. Et en l'espace de 3 mois de ça, on est passé à un énorme fonds d'investissement. On a engagé notre plus gros client depuis. Mais là, on a vraiment on était bon. C'était avant ou après les annonces marketing? Parce qu'il y a les annonces marketing en 2014 de Impulse. C'était avant ou après les annonces marketing? Ouais, c'est une super question. Et hyper bien enseigné. Ah, ça, c'est une grande histoire, je vais la raconter. Contre grand et marée de mon PI Hardware Engineering, j'avais dit écoute Brendan, là, il faut absolument qu'on annonce ce produit. Ça fait 1 an et demi, on était 1 an et demi en retard. On était 1 an et demi en retard. Je dis là, je peux plus, il faut absolument qu'on lance, je ne peux plus tenir les clients, il faut qu'on fasse ça. Rémi, on ne peut pas faire ça, il faut au moins qu'on ait le feedback. Fine. On attendra le feedback. Mais le problème, c'est que j'ai pris au mot, j'ai annoncé le truc quand on a reçu les samples. Je n'avais même pas testé pourquoi. Je n'ai pas menti à mon VP Engineering. Et là, il m'a rappelé, il m'a rappelé dans le il m'a dit, bah ça marche pas. Et là, il y avait une sorte de gap entre ce qu'on avait annoncé et... qui n'arrive jamais. Mais tu es obligé de te mettre dans ces modes de tension. Parce que c'est cette tension-là qui fait que tu y arrives en fait, au bout du bon. Si tu rentres dans la confort zone où tu fais tout sérieusement, tu n'y arriveras jamais. Donc bon bah finalement on a réussi à s'en sortir. Les investisseurs on leur a dit bon, il nous faut 2 millions de dollars. Bon, ils nous ont fait un chèque de 2 millions de dollars. Et là on vivait, c'est une histoire vraie, on vivait 30 jours par 30 jours. Donc ils nous donnaient assez d'argent pour vivre 30 jours. Sans que, les équipes, ça c'est un autre truc super important, les équipes n'ont jamais su. Les équipes n'ont jamais su qu'on était que 3 ou 4 à savoir ça. Voilà. Et on les a tous toujours cachés parce que c'était. On n'encourage pas les gens en disant que les pognon. Donc ils ont fait un truc sur des choses de savoir quand même. Ouais. Est-ce qu'elle va travailler avec toi? Elle était avec moi. Je savais, et puis bon, finalement, on a. Ouais, voilà. Mais ouais, il y avait un gros gap entre l'annoncement et le truc, et Google l'a bien rappelé aussi. Et puis finalement, ça. Il y a moins de gap que dans les voitures automatiques. Beaucoup moins. Dans les voitures autonomes. Ouais, beaucoup moins. C'était beaucoup plus. On était beaucoup plus arrêtés. Où tu vois les prochains marchés de croissance pour le semi-conducteur? Parce que il y a eu le storage, il y a eu un petit peu l'IoT, mais tout le monde veut faire de l'IoT, mais on ne sait pas de quelle poche va sortir l'argent pour mettre ces milliards sur la table. Maintenant, il y a peut-être l'automotive qui a l'air quelque chose de bien, d'autres marchés intéressants. Où tu vois cette croissance? Ouais, donc je pense que tu vas voir, c'est un gros marché, la voiture. Je pense que c'est un gros marché, tu vois, mais bon, c'est limite en volume, 100 millions de pièces par an. Et ça va être un énorme marché, je pense, dans les 10-15 ans qui viennent, surtout avec l'avènement de tout ce qui est autonome. Ça amène une telle quantité de compute et de sensors que ouais, c'est un gros marché. Je pense que tout le monde se bat pour ça pour une bonne raison. Tu as le marché de tout ce qui va être réalité augmentée. Je pense que ça, c'est un gros marché. Je pense
Mais si tu projettes vraiment, tu vois, à un horizon de temps, ou tu prends le temps, quoi, je pense que le corps va devenir le plus grand marché. Ouais. Je pense qu'augmenter effectivement ton corps, je pense que c'est sûrement ce qui est le plus intéressant à faire, tu vois. Que tu puisses augmenter ta vision, ton cerveau, tes organes, je pense que ça va être un énorme marché. C'est un marché qui est à l'intersection du compute et du sensor. Et je pense que ça sera un marché qui comptera. On est à 10 ans là, tu vois. Et ce sera un gros marché. Il y a quand même 7 milliards d'habitants sur Terre. Ouais, c'est un beau marché là. Ouais, il faut payer. Ah ouais, faut payer, on se triche le modèle. Rémi, dans l'exposé de chapitre, tu as parlé des caméras intelligentes, de l'anticipation, de la prédiction comportementale. Tout ça amène des questions d'anticipation. Je ne sais pas si tu connais la série Person of Interest. Oui, j'ai entendu parler de le comportement des gens est prédit très loin, très puissamment. Pour toi, c'est de l'anticipation, c'est de la fiction, c'est de la réalité. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Ouais, non, je pense que bon, on va pas arriver, je pense qu'on va pas arriver au phénomène de singularité aussi rapidement que certaines personnes disent, mais je pense que à horizon 10 ans, écoute, le problème d'études comportementales et de pouvoir faire cette prédiction, c'est un problème de data. C'est quasiment plus un problème de compute, c'est un problème d'avoir la data pour entraîner l'algorithme. Je pense qu'on en est à sur là, tu vois. Donc, quand tu prends des problèmes qui sont hyper focus, comme tu prends un retail store, tu enregistres un retail store pendant, tu as 10 000 heures de record d'un retail store, et sur ces 10 000 heures, il y a eu 100 vols, je peux te dire que tu as assez de data maintenant pour pouvoir prédire des choses dans ce retail store de manière assez accurate, tu vois. Donc, ça va devenir un problème de data. Là, on travaille, tu vois, par exemple, avec une boîte, ils sont en train de tourner le problème de driving the other way around. C'est-à-dire que leur principe, c'est de dire que la manière dont les routes et le code de la route marchent, c'est le mauvais problème. Le bon problème, c'est de définir c'est quoi un bon driver. Et peut-être qu'un bon driver, c'est pas la personne qui respecte le code de la route, tu vois. Donc, plusieurs personnes ici qui sont d'accord. Mais si tu arrives à avoir assez de data points pour pouvoir en fait prédire comment l'accident va se passer dans une voiture, à la fois externement, en externe et en interne par rapport au cockpit, là tu peux également commencer à fournir des indices de prédiction. Et ils ont vraiment une boîte qui m'a impressionné là-dessus, ils m'ont expliqué comment ça marchait. Et effectivement, ils sont capables maintenant de prédire sur des fleets bien définis, ils sont capables de prévenir un accident. Donc on arrive maintenant, je pense, à... Tu sais, je pense que, sincèrement, je pense que je sais plus qui c'était ça, mais il avait raison, je crois que c'est Andrew. Il a dit, le gars qui s'occupe de Baidu, AI, il a dit, l'intelligence artificielle sera à ce siècle ce que l'électricité a été avant. Et il a raison. Je pense qu'on est en train de définir un outil, on n'a aucune idée de comment on va l'utiliser. Et c'est hyper excitant, et ça va révolutionner beaucoup d'industries. Mais je pense que vraiment, tout ce qui est AI, c'est next frontier. C'est pas parce qu'on est dedans, mais on est juste une toute petite portion. Tu parles d'algorithme tout à l'heure, et on est un petit peu sur cette bande descendante. Oui. Cette technologie, on arrive sur cette point, on arrive tout à la fin. Est-ce qu'on arrive vraiment à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a autre chose après? Il y a une de l'État? Ouais, toujours un truc après, c'est ce qu'on m'a appris. Maintenant, je suis chez Intel, c'est sûr. Ah ouais, d'ailleurs, l'histoire retiendra que le gars qui a fait l'acquisition a été interviewé sur CNBC, et le gars de CNBC lui a dit, mais on comprend pas très bien, le CEO de Mobilus a dit que la loi de Moore était morte. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Il a bien répondu à ce coup-là. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y aura des nouveaux matériaux. Ouais, je pense que si tu veux l'approche avec les matériaux tels qu'on les connaît aujourd'hui dans le cycle de processing, ouais, on arrive à une fin. Je pense que le niveau de bruit par rapport à des transistors est trop élevé. Et typiquement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de matériaux, on grave toujours plus fin, on grave différemment? Ouais, je pense que ça va être une combinaison de nouvelles lumières de photoluminescence, ce qu'on appelle EV. Ça va être une combinaison de 3D structures. Et ça va être une combinaison de nouveaux matériaux. Mais là, ça va coûter très cher. Tout ce qui est, j'ai oublié le mot, c'est la prochaine génération, le quantum computing. Oui. Est-ce que c'est
ça c'est pour de vrai ça. Mais ça, je pense que ça a 15-20 ans de stabilité. C'est pour de vrai dans une grosse armoire comme on voit aujourd'hui, ou c'est quelque chose qui va aussi shrinker en termes de taille et on va arriver à quelque chose Je suis pas assez collé sur ça. C'est encore de la science. Il y a la science, la technologie et les produits. Hein, c'est pour simplifier abusivement, mais enfin, il faut bien essayer d'avoir un petit système de catégories tout en sachant que c'est pas toujours très rigoureux, mais c'est utile. Et donc le quantum computing, c'est de la science. Faut pas désespérer. Par contre, pour les matériaux, le monde entier recherche de nouveaux matériaux meilleurs que le silicium. Pour ce que vous avez dit, le niveau de bruit, le silicium, on n'a pas trouvé mieux, mais c'est pas bon. HP à l'époque avait essayé de faire du saphir. C'est un vieil appétit de material sciences. Les Japonais, Toshiba avaient de l'espoir, et puis ça s'est pas matérialisé. Je suis sûr que les gens d'Intel. Ouais, tout ce qui vient au-dessus, parce que moi je pense que on va pas s'ennuyer en tout cas. Il me reste encore quelques années à vivre. Je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Pour vous faites des chips. Vous allez faire avec Intel. Pour ce qui est de faire des produits avec ces chips-là, vous allez travailler avec TI dans un premier temps. C'est quoi la stratégie d'Intel? Parce que Intel, ils ont fourni à l'informatique, ils ont fourni un produit. Est-ce qu'ils ont la vocation de prendre ce chip-là et de faire des produits? Enfin, c'est quoi la stratégie pour aller au produit? Pour aller après le chip. Ouais, alors bon, déjà, Movius en tant que tel, tu vois, c'est une boîte, on est à 3/4, on est des gens de software en fait, hein. C'est une boîte d'algorithmes qui a fait des chips. C'était la seule manière de pouvoir instancier nos algorithmes d'une manière efficace d'un point de vue consommation électrique. Donc la boîte vient d'un gros background algorithmique. Je pense que le business model va continuer tel que tu le connais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un B2B mode, nos clients sont ceux que tu viens de citer, notamment, et on va continuer. Intel veut nous garder indépendants pour continuer à faire ce qu'on fait bien. Ensuite, il y a plusieurs opportunités. Nous, on ne peut pas faire tous les marchés. Donc, est-ce que une partie de notre technologie peut être ensuite adoptée par d'autres groupes Intel pour aller sur des marchés que nous, on n'a pas le scale par nous-mêmes de faire? Donc ça, c'est sûrement c'est un angle d'attaque. L'autre angle d'attaque, c'est qu'il y a des technologies chez Intel qu'on pourrait intégrer pour rendre notre solution encore plus valable sur des marchés bien définis, tu vois. Donc ça va être un autre angle d'attaque qu'on va regarder avec Intel. Mais il n'y a pas de... Intel ne fera jamais des produits finis, tu sais, en mode B2C. Et s'ils le font, ils vont se planter d'une manière incroyable, parce que c'est un autre monde. Il n'y a qu'une seule boîte qui fait bien aujourd'hui. Ils sont en Cupertino, mais je pense que c'est dur. Donc je pense qu'Intel restera proche de leur business model. Maintenant, tu sais, dans le monde du chip, quand tu as un gros contenu algorithmique, ta monétisation, c'est ce que fait Monebigus, c'est pour ça qu'on a été, je pense, un peu successful, c'est qu'on monétise autant d'un point de vue software que d'un point de vue hardware. C'est-à-dire en fait que notre profit margin, au bout du compte, est extrêmement sain, dû au fait qu'on avait une grosse partie de notre PNL qui était drivée par le software. Et ces nouveaux business models sont assez riches en fait d'un point de vue dollar. Et ce qui fait que tu n'as pas besoin de vendre autant de chiffres qu'avant, puisque tu drives un chiffre d'affaires non négligeable dans une software où tu es à quasiment 100% de marge. L'idée c'était aussi de dire des produits qui pourraient être des produits B2B. Par exemple, je crois tout à l'heure la caméra qui est capable de reconnaître, ça veut dire proximité finalement entre le capteur et l'intelligence. Oui. Et cette proximité-là, peut-être vous pourrez avoir des sous-systèmes qui sont intégrés ensuite dans les voitures autonomes, dans la robotique, des choses comme ça. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Tu peux, il y a beaucoup de combinaisons possibles d'un point de vue de la combinaison de plusieurs composants pour construire un système. C'est clair. C'est ce que nous on fait déjà aujourd'hui un peu dans différentes industries à notre échelle. Bon, maintenant, on a accès à un portfolio qui est beaucoup plus large. Et on pourrait faire beaucoup plus de choses. Ouais. C'est clair, c'est sûr.
Il y a une loi intéressante sur les combinaisons matériel logiciel qui dit que le prix de vente d'un logiciel converge inexorablement vers le prix du support. Le prix du support. Et donc, quand le prix du support, quand il n'y a pas de support matériel, on voit les apps dans les smartphones, ça converge vers zéro parce que le prix est bon. Mais par contre, quand vous achetez un téléphone, vous achetez essentiellement, pas que le logiciel, mais ce logiciel-là, il ne va pas converger vers zéro puisque le support de reproduction du logiciel, c'est le smartphone. Lui-même le PC. Et donc, dans des produits comme Mobius, pardon. Je pense toujours à Mobius. Je sais qu'il n'est pas vexé parce que c'est une bonne référence. Et donc, dans le cas de Mobius, dans lequel il y a une forte contribution logicielle, il va falloir payer pour le support matériel qui est le chip. Et ça permet de garder des marges très élevées. Oui, j'avais une autre question. Tout à l'heure, tu m'as indiqué que dans le semi-conducteur, tu pensais que les processeurs allaient se spécialiser dans un certain type d'application, se segmenter comme ça. Comment tu contrastes ça avec peut-être une autre notion qu'il y a peut-être des processeurs un peu universels, un peu comme le cerveau, où un même processeur fait plein de tâches et apprend par lui-même et arrive à se reconfigurer dynamiquement. Donc, est-ce que ça, c'est pas un peu justement l'avenir d'avoir un processeur générique qui s'adapte finalement? Tu as absolument raison. Si tu n'as aucune contrainte de coût, d'espace ou de consommation électrique, tu as raison. La généralité gagnera toujours parce que c'est un problème de programmabilité. C'est pour ça qu'une approche GPU gagnera toujours en cloud. Parce que tu as une approche programmabilité qui est tellement facile que l'argument gagnera toujours. Mais là, tu travailles dans des domaines, dans une problématique où tu es unbounded d'un point de vue consommation, d'un point de vue real estate, d'un point de vue coût. À partir du moment où tu essaies d'amener de l'intelligence artificielle dans un smartphone, là, tu ne peux pas faire abstraction du fait que ta batterie mesure 1800 mAh. Ça, tu l'as, c'est une donnée finie. Et tu dois jouer avec cette composante-là. Et si tu ne peux plus gagner, le fait de réduire la taille du transistor, donc de réduire la consommation électrique contre une facture de leakage, mais le fait au bout du compte de réduire ton dynamic power n'est plus possible à travers une migration de process, alors tu dois trouver d'autres réponses à la solution. Parce que malheureusement, Apple, il y aura toujours un iPhone 8, un iPhone 7 et puis un iPhone 9. Donc, il faut venir avec des améliorations. Et ces améliorations ne peuvent venir, si la loi de Moore ralentit, ne peuvent venir que d'avancées architecturales. C'est ce qui se passe dans le monde de l'embedded. C'est pour ça qu'il y a une très grosse dichotomie, enfin une délinéation à regarder entre ce qui se passe dans le cloud et ce qui se passe dans le monde de l'embedded pour tout ce qui est AI. Parce que, effectivement, ta vision du cerveau qui est multipurpose marche très bien dans le cloud. Mais dès que tu as limite, parce que tu as beaucoup plus de ressources. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une migration de fonctions logicielles vers le matériel, dans les processeurs des smartphones. Parce que aujourd'hui, c'est l'exemple at scale. On voit les processeurs qui confisquent des fonctions, enfin qui récupèrent des fonctions du logiciel pour les raisons que explique. Et ça, c'est très élastique, c'est-à-dire que si les tendances se renversent dans la consommation des processeurs, dans la taille des logiciels, en fait, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, je crois que c'est Alan. C'est pas Alan Kay, c'est le nom d'échappe. Un des fondateurs d'intelligence artificielle au MIT, ça reviendra, qui disait que en fait, le matériel et le logiciel sont des niveaux de cristallisation. Différents. Oui. Une question un peu moins politiquement correcte. Tu disais que tu avais un investisseur qui peut pas mettre $100 millions. Plusieurs. À côté, il y a un qui arrive, comme.
Pourquoi c'est pas un manque d'ambition au final? C'est une réaction. C'est une réaction. Pardon, j'avoue, j'ai été déçu. Ouais. Je suivais vos vidéos, c'est juste. J'étais un peu déçu. Merci, je prends ça comme un compliment. Il est malade. Ah, je sais. Pardon. C'était la réponse. Comment on peut être sûr de gagner? Je pense que c'était difficile de faire une IPO par nous. Je pense qu'il y avait beaucoup de risques chez ça. Et on avait besoin on a besoin de beaucoup d'investissements dans les 2-3 ans qui viennent. Si on commence à rencontrer des délais sur la prochaine génération, la situation commence à être compliquée. Quoi. Donc, vous êtes encore plus méchant, en tout cas, c'est pas un manque de confiance dans les R&D? Non, c'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme, tu sais. On a eu du courage pendant des années. Tu vois, on a essuyé beaucoup de crises, beaucoup de tempêtes, tu vois. Et là, on s'est dit, attends, est-ce que c'est pas le bon moment? Et qu'est-ce qui se passe si on loupe notre prochaine génération et comment on fait pour recoverer, tu vois? Donc tu rentres dans ces types de décisions. Écoute, je ne saurais jamais quelle aurait été la bonne réponse, tu vois. Quand on a fait les pros et les cons, c'est pas un manque d'ambition, je pense. Je pense que c'est pas un manque d'ambition et c'était pas. C'était pas simplement l'argent. C'était aussi, je pense on s'est dit, tu sais, moi j'ai vécu au MAP, mon compétiteur c'était Qualcomm et Apple, ok. On investissait 350 millions de dollars par an. C'était mon budget à Qualcomm et Murty, ils en mettaient 1,2 milliard. Et au bout du compte, tu payes le prix à un moment donné, tu vois. Tu payes le prix de cette défense. Et on voulait pas. Cette expérience m'a beaucoup appris. Je me suis dit, si tu veux jouer le jeu, alors tu dois le jouer avec tout le budget. Et c'était trop. Je pense que ça aurait pris trop de temps pour avoir ce scale. Et je pense que Qualcomm nous aurait sûrement rattrapé, ou Apple n'aurait pu nous rendre plus réel. Aujourd'hui, le monde du venture capital que je crois le voir ne créerait pas un nouveau Qualcomm. À tort ou à raison, je ne peux pas moraliser, mais un nouveau Qualcomm ou un nouveau Nvidia. Il faut voir que par exemple, Nvidia, le fondateur de Nvidia, a été considéré pendant longtemps comme un fou furieux. Ce qui est pas. Non, mais je veux dire, dans la bouche, c'est plutôt un compliment. Mais je veux dire, les gens disaient ça ne marchera jamais, etc. Et aujourd'hui, pour les chips du cloud, pour faire de l'intelligence artificielle avec un gros pinceau, les chips d'NVIDIA se trouvent être, alors que il y a quelques années, c'était pour les fanatiques des jeux, etc. Il y avait que ça, et donc le monde de l'investissement disait ouais, bon, ça va, c'est bon. Alors maintenant, il se trouve être un ingrédient extrêmement important dans les applications de l'intelligence artificielle dans le cloud, et là, tout le monde dit c'est un visionnaire. On verra. Justement, dans la mesure où c'est probablement un domaine qui est amené à très évoluer et avoir une influence majeure sur l'humanité, est-ce que c'est pas le bon moment d'en créer un nouveau? Un nouveau Qualcomm, créer un Fitus qui pourrait. Et je crois bien que l'investissement de 100 millions ne soit pas suffisant pour ça. Une fois qu'on a atteint cette étape-là, pourquoi pas finalement prendre le pari d'aller plus loin? Il faut demander à Andriy Sadorowicz ce qu'il en pense. Mais il y en aura des nouveaux. Oui, bien sûr, il y en aura, mais d'où ils viendront. Enfin, il y a Bertrand Serlet qui travaille sur 2 startups après ses mésaventures salutaires, à mon avis, dans Up There.
Et c'est bien parce que le problème j'ai vu ça, c'est quand vous quittez une grande entreprise, vous avez tendance à continuer à faire l'ancien job dans le nouveau contexte. Et l'exemple de Up There, c'était, je dis ça avec beaucoup d'amitié et de respect pour Bertrand, c'était un peu continuer ce qu'il faisait chez Apple. Et maintenant, il fait deux choses très différentes qui ne sont pas la continuation de ce qu'il a fait pendant 21 ou 22 ans avec Steve. Une fois, deux fois, trois fois, merci beaucoup. Un petit souvenir, il a déjà le site, il a déjà un plus beau, où tu vas avoir un plus beau le site blog, vous savez, quand il y a des acquisitions, c'est un petit souvenir du GDF. Donc, n'oublions pas que c'est la deuxième fois que Rémi vient nous parler à DBF. Alors je pourrais faire une mauvaise plaisanterie, mais je ne la ferai pas. Si j'avais deux, merci beaucoup. Merci. S'il y en a qui veulent valider les tickets de parking, il y a une machine à valider les tickets de parking.